La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Nous entrons dans la dernière semaine de campagne. Rien n'est joué. Et c'est en tout cas ce qu'on se répète en boucle, notamment chez les macronistes, pour ne pas sombrer dans la déprime. Le président de la République a passé un week-end enfermé à la lanterne, raconte Olivier Beaumont du Parisien aujourd'hui en France, se remontant le moral à la lecture d'un sondage Elab, indiquant qu'un électeur sur 3 pourrait encore changer d'avis. Dans le camp présidentiel, on s'auto-persuade que c'est bon signe, en oubliant peut-être que cela peut fonctionner dans les deux sens et que Valérie Ayé n'en a peut-être pas terminé de sa glissade en toboggan. Parce qu'il faut bien le dire, la lecture de la presse depuis hier est terrible pour la majorité. En cause, évidemment, la dégradation de la France par l'agence de notation Standard & Poor's. Même la Tribune dimanche, qui n'est pourtant pas d'une hostilité farouche à la Macronie, disons ça comme ça, même la Tribune reconnaissait hier que cette décision est une catastrophe pour le camp présidentiel. Un revers majeur pour le chef de l'État, un camouflet pour le patron de Bercy, et écrit Bruno Jeudi dans son éditorial, une flèche en plein cœur pour un pouvoir qui était encore en mesure de s'enorgueillir d'une compétence économique. Ce matin, dans Les Échos, Renaud Honoré raconte d'ailleurs le week-end cauchemardesque de Bruno Le Maire, tentant de faire bonne figure et multipliant les interventions médiatiques pour expliquer sans rire que si la note de la France a été dégradée, c'est parce qu'il a lui-même sauvé l'économie nationale. Cet assaut de justification plus ou moins heureuse, écrit le journaliste des Échos, est à la hauteur du revers politique subi par le gouvernement. Et tout cela va être lourd à porter pour l'ancien banquier dont on a longtemps prétendu que l'économie était le point fort, prédit aussi Yves Tréhard à la une du Figaro ce matin. Et Emmanuel Macron est à présent rattrapé par un procès en mauvaise gestion qui va vraisemblablement lui coller à la peau jusqu'à la fin de son mandat. Mais le plus cruel de tous, c'est le journal du dimanche où Antonin André raconte la panique qui gagne le camp présidentiel. L'imminence de la débâcle délie les langues, raconte-t-il. Étape par étape, les uns et les autres refont l'histoire d'une défaite annoncée. Le timing d'abord, raconte un poids lourd du gouvernement. Macron nous disait « On attend, Glucksmann va s'effondrer ». Puis Valérie Ayé est balancée dans l'arène, un lapin dans les phares d'une voiture. La suite de la campagne est un modèle du genre pour s'assurer la défaite. Effarée par la campagne en détresse, une ministre témoigne « Je ne vois pas comment on va tenir 3 ans sans une dissolution ». Voilà, ce qui nous amène à parler des 2 motions de censure qui vont être mises au vote aujourd'hui. Oui, mais curieusement, c'est moins le gouvernement qui semble risquer quelque chose aujourd'hui que les Républicains. Sauf grosse surprise, ils ne voteront effectivement pas la censure. Ils ont déjà annoncé qu'ils attendraient l'automne. L'objectif du Rassemblement national, qui dépose l'une de ces motions, c'est donc de souligner les ambiguïtés des LR vis-à-vis du gouvernement, explique Christine Olivier dans l'Opinion. Après avoir agité la menace d'une motion de censure pendant des semaines, les Républicains se retrouvent pris à leur propre jeu et un responsable des LR en convient. Pour les gens, notre stratégie est incompréhensible. Sinon, de nouvelles révélations sur ce qui se passe dans les prisons françaises. Ouais, depuis l'évasion sanglante de Mohamed Amra, on n'en finit pas de faire des découvertes sur le quotidien des détenus en France. Le Parisien aujourd'hui en France, qui nous avait déjà raconté comment ce trafiquant avait transformé sa cellule en espace de télétravail du crime. On apprend aujourd'hui dans le même journal qu'Amra avait aussi aménagé le parloir en lupanar. Il recevait en prison quantité de visites de jeunes femmes qui se faisaient passer pour sa sœur. Visiblement, cela ne posait aucun problème à l'administration pénitentiaire. Et dans son édito, Frédéric Michel résume bien le malaise général. Chaque semaine lève un peu plus le voile sur une réalité dérangeante, écrit-il, où l'on découvre que les caïds les plus nocifs pour la société mènent derrière leurs affaires, derrière les barreaux, presque aussi facilement que s'ils étaient en liberté, qu'il s'agisse de gérer leur business ou leur plaisir personnel. Allez, on ne peut pas se quitter, Olivier, sans dire un mot de football tout de même. Oui, mais d'ailleurs, n'est-ce que du football? Après tout, sur le papier, il ne s'agissait hier que d'un match entre une équipe mal classée de Ligue 1 et une équipe végétant en Ligue 2, sauf que cette équipe, c'est Saint-Étienne. Et les Verts qui remontent dans l'élite, c'est un petit truc en plus, comme dirait Artus. Cela relègue Roland-Garros et le reste de l'actualité sportive loin en pages intérieures de l'équipe ce matin. C'est qu'il s'attache au Verts une électricité et un sentiment qui les quitte peu. Depuis 50 ans, s'excuse Vincent Duluc dans son éditorial. À Saint-Étienne hier, en fin d'après-midi, c'était déjà de la folie, raconte aussi Laurent Grandcola. À croire que certains clubs, décidément,
ne meurt jamais. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier, à retrouver sur europe1.fr et dans votre appli Europe.